Bonjour. Bonjour Aziza, On va leur laisser un petit 30 secondes pour le certainement. countdown, pour que les gens arrivent et on commence. Bienvenue tout le monde. N'hésitez pas à écrire d'où vous venez, étant donné que moi je suis belge. Aziza est située au Montréal, donc C'est vrai. voilà. On a le Québec, la France et la Belgique, je l'espère, qui est là ce soir aussi de notre côté. Effectivement, il y a le Maroc aussi, il y a Ben l'Algérie. oui. Ah oui, oui, il y a les pays de la francophonie. Alors, Bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi Aïda, Patricia, Véronique. J'en ai loupé quelques-unes, mais ah oui, merci hein, beaucoup d'être là. Ah, la super. Normandie est là dans la place, je vois, Montréal. Oui, alors on est bien parti, hein, Anne. Paris, le Maroc Oui, aussi, avec Fatih. Merci oui, beaucoup d'être c'est là. super, c'est super. Donc, Barcelone. Allons-y. OK, on va, je pense, commencer et les autres vont pouvoir nous rejoindre. Et de toute façon, quand ils nous rejoignent, ils voient du début. Alors, bonjour et bienvenue dans notre forum Revenir à soi et inventer demain. Au fait, en ce temps de confinement, nous nous sommes réunis pour vous offrir ce forum pour vous accompagner à vraiment et vous outiller aussi surtout à avoir un peu plus de contrôle sur cette crise qui est là et aussi de vous munir de cette force qu'on va vous envoyer aujourd'hui, cette bonne énergie, afin de d'être plus en gestion de ce moment. Donc voilà, vous serez au fait plus en un mode sérénité et acceptation. Vous savez que ce forum va durer 7 jours. Alors, on espère vous voir durant toute cette période et vous aurez des rediffusions tous les jours qui dureront 48 heures. Comme ça, les gens qui ne sont pas présents maintenant peuvent revoir la conférence. Alors, ce forum exceptionnel et gratuit est prêt à partir. Aujourd'hui, notre première conférencière est Anne Schreiber, notre Anne. Donc, Anne est coach d'alignement existentiel, révélatrice de sens et sérénité. On retourne à la sérénité déjà. Alors, Anne a travaillé pendant 20 ans dans la finance. Et vous savez que ce domaine est un monde masculin et très compétitif. Alors, elle a vécu un peu la pression, la course vers les promotions orientées résultats. Mais à un moment donné, sa santé l'a rappelée à l'ordre et finalement, elle a décidé de renaître en transformant sa vie professionnelle et en se dirigeant, en prenant la direction du coaching. Donc, elle accompagne les femmes à relâcher justement la pression et à recontacter leur source de sérénité intérieure. Très important. Et mener donc une vie authentique, riche de sens. Alors, chère Anne, aujourd'hui, tu vas aborder avec nous le vaste sujet des émotions. Et les émotions, et nous expliquer au fait, durant cette période de confinement, les émotions sont fortes, elles sont très présentes, nous expliquer comment on peut y faire face en pleine tempête. Mais la première question d'abord, Anne, c'est pourquoi est-il si important de parler des émotions aujourd'hui? Alors, merci beaucoup Aziza et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là avec vous pour partager votre temps de midi ou votre début de soirée. Alors Aziza, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de parler des émotions? Parce que les émotions sont encore souvent jugées trop tabous dans nos sociétés actuelles et elles ont carrément mauvaise presse dans le milieu de l'entreprise. Moi, je me rappelle lorsque j'étais cadre dans un département financier, comme tu l'as expliqué, d'une grande société d'assurance, mon management insistait sur le fait qu'il convenait de laisser derrière nous nos affaires privées et donc nos émotions une fois le seuil franchi de l'entreprise, ce qui était un énorme non-sens, bien évidemment. Oui. Et puis étant hypersensible, ils m'ont aussi sommé plusieurs fois de suivre des formations de gestion des émotions. Alors, petit aparté, le terme gérer des émotions est quelque chose que j'ai assez en horreur parce qu'on ne gère pas des émotions. On les apprivoise, on les traverse, mais on ne gère pas des émotions, tout comme d'ailleurs on ne gère pas des êtres humains. Vraiment, le terme gestion,
doit rester vraiment pour la gestion d'argent, de patrimoine, des choses comme ça. Et donc, en fait, mon management s'attendait, en faisant toutes ces formations de gestion des émotions, entre guillemets, que j'allais pouvoir mettre un couvercle purement et simplement sur toutes mes émotions ad vitam aeternam. Évidemment, c'est tout sauf ce qu'on nous apprend dans ces formations. Et donc, vous imaginez la tête de mon management qui n'était pas vraiment content au vu des résultats. Et donc, bref, pour moi, c'est vraiment aberrant, je trouve, aujourd'hui, et très déshumanisant aussi, de vouloir mettre de côté purement et simplement les émotions de la sphère professionnelle et aussi de la sphère privée, d'ailleurs. Ah, je comprends, Anne. Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi les émotions semblent être aussi importantes et jouer un si important rôle, au fait? Alors, elle joue un rôle prépondérant, Aziza, parce qu'en fait, les émotions sont de véritables boussoles intérieures. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir, j'irai même un pas plus loin, vos émotions sont vos meilleurs amis et vos meilleurs alliés. Elles font partie intégrante de vous, de qui vous êtes, et elles vont vous renseigner aussi des informations précieuses sur ce qui se passe justement à l'intérieur de vous. Et donc, première chose à retenir déjà de ce webinaire, c'est que les émotions sont des guides précieux pour vous dans la vie. Deuxième chose importante, et là, je pense que certains d'entre vous risquent d'être surpris, les émotions négatives n'existent pas. Il n'y a pas une seule émotion qui soit négative. Et c'est important d'en prendre conscience là, ce soir, parce que très souvent, quand on est mal à l'aise vis-à-vis de nos émotions, ou mal à l'aise vis-à-vis des émotions des autres, on a tendance à donner une connotation négative aux émotions. Peut-être pour expliquer, les émotions, en fait, à la base, sont de pures réactions instinctives, donc liées à l'instinct de survie. Et donc, heureusement qu'on a ces émotions. Ce sont nos guides, nos alliés supposés, comme aujourd'hui, on se retrouve face à un virus qui est invisible, imprévisible, dont on a ni les tenants et les aboutissants. Heureusement qu'au départ, la peur, l'émotion de la peur s'est enclenchée parce qu'elle va nous permettre de sauver notre peau et de mettre en œuvre toute une série de moyens pour nous préserver, nous et nos proches, face à ce virus dans la mesure du possible, bien entendu. Et j'irai encore un pas plus loin et on va développer tout ça lors de cette conférence. Les émotions ont aussi une intention positive pour vous, à savoir qu'elle va révéler un besoin fondamental qui se cache derrière l'émotion et un besoin qui a besoin, je me répète 2 fois, mais qui a besoin d'être entendu, écouté, satisfait et reconnu. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, et la nuance, et vous allez peut-être mieux comprendre, vous pouvez exprimer de façon inadéquate vos émotions. Oui. Voilà, en vous énervant, en disant des mots qui dépassent votre pensée, en réagissant de manière impulsive ou de façon exagérée. Et donc, il sera vraiment important d'apprendre à les exprimer de façon positive. Pourquoi? Parce que si vous les exprimez de façon inadéquate, vous risquez de ne pas être entendu. Et quelle est la réaction que vous allez avoir en face? En face, ils vont réagir de la même façon que vous. Ils vont surenchérir, ils vont mettre de l'huile sur le feu et bardaf, on est parti pour une belle dispute. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Tout sauf ce que je vous souhaite aujourd'hui, bien évidemment. Oui, je comprends, Anne. Effectivement, il y a cet effet miroir. Donc, merci pour ces enseignements parce qu'ils sont un petit peu assez surprenants quand même. En fait. Mais quelle est dès lors ta priorité, toi, Anne, face au flot d'émotions que les gens sont en train de ressentir ou peuvent ressentir aujourd'hui face à ce virus invisible, imprévisible et surtout face au confinement parce qu'on est confinés chez nous quand même. Donc, oui. C'est quoi ta priorité pour ça? Alors, ma priorité par rapport à ça, vu que comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui vivent de véritables montagnes russes émotionnelles pour l'instant, est de sécuriser les émotions des personnes. Donc ça, c'est la première étape, sécuriser vos émotions. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, c'est clair que j'ai envie de vous donner des clés pour vous remettre dans l'action et pour pouvoir profiter vraiment de cette situation qui est tout à fait inhabituelle pour nous tous. Mais ce serait vraiment une méconnaissance profonde de mon métier parce que d'abord, il convient de sécuriser vos émotions avant de vous remettre à l'action. Je ne veux pas, je veux faire les choses bien et j'ai pas envie de sauter les étapes, ni de mettre la charrue avant les bœufs. Je vais donner un bête exemple. Supposons que je vous dis, bon, et c'est un exemple un peu plus pour les femmes, quoique, les hommes.
si je vous dis maintenant frotter, frotter et nettoyer à grandes eaux votre intérieur, votre maison, votre appart, votre terrasse, votre grenier, votre cave, mais que je vous dis pas avant qu'il faut passer l'aspirateur, je pense pas que ça va vous aider beaucoup parce que toutes les poussières vont s'accrocher à votre serpillière, etc. et ça va vous énerver encore plus. Donc, première étape importante, sécuriser vos émotions. Et pour cela, Aziza, il convient de se relier à ses émotions et à son ressenti. Ok, je reçois ça, mais je voudrais quand même insister. Comment dès lors on peut relier, en fait, ou se relier à ses émotions et les apprivoiser, Anne? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, oui, pour se relier à ses émotions et à son ressenti, il convient d'accueillir avec bienveillance, tendresse et douceur les émotions, même celles qui sont désagréables et avec lesquelles nous nous sentons inconfortables. Pourquoi? Parce que toutes ces émotions que vous traversez aujourd'hui, elles sont légitimes. Et particulièrement en ce moment de crise et de confinement, donc on est toutes et tous traversés par une pléiade d'émotions, que ce soit de la peur d'attraper ce virus, la peur de contaminer quelqu'un qui nous est cher. On peut ressentir de l'angoisse, de la tristesse parce qu'on est séparé physiquement des personnes qu'on aime tellement et qu'on peut plus serrer dans nos bras et qu'on peut plus embrasser. On peut ressentir de la colère aussi. En voyant comment se comportent parfois les gens dans les supermarchés, etc. Donc, oui, je l'ai vécu aussi, donc je pense que chacun a une petite histoire à raconter. C'est le quotidien, Anne, hein, c'est oui, ça. Voilà, c'est Le quotidien. Et donc, c'est tout à fait normal d'être traversé par toutes ces émotions et d'être inquiet pour soi, pour ses proches et pour ses aînés. En plus, vis-à-vis de ce virus quand même qui montre notre finitude en tant qu'être humain et que finalement on n'est pas grand-chose. Alors pour revenir à ma proposition, donc qui est d'accueillir vos émotions avec bienveillance, douceur et tendresse, ça peut paraître un concept un peu flou, un peu cliché, un peu bisounours. Donc je vais peut-être quand même expliquer concrètement de quoi il s'agit pour ne pas vous perdre. Alors, accueillir ses émotions avec bienveillance, ça veut dire y faire face à ses émotions. Oui. Et ne pas se blâmer ou commencer à s'autoflageller de ressentir telle ou telle émotion. Parce que je vous entends déjà dire « Oh, mais quelle idiote je suis de ressentir ça, ça ou ça. Oh purée, moi je pensais que j'étais quand même beaucoup plus forte dans ce genre de situation, je ne suis qu'une faible. » Non, non, non et non. Vous n'êtes ni idiote, vous n'êtes pas faible non plus. Au contraire, ressentir des émotions, c'est votre force. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez apprivoiser vos émotions et les dépasser, les surmonter, vos émotions vont se transformer en force véritable. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Alors, ma piste que j'ai pour vous permettre d'accueillir vos émotions avec bienveillance, elle est directement inspirée de mon mentor, Fabrice Midal, qui est philosophe français et fondateur de l'école occidentale de méditation. Peut-être que certaines d'entre vous le connaissent. Et donc, ma proposition, et je vais le faire avec vous, donc voilà, est de vous asseoir sur une chaise tous les jours pendant quelques minutes, ou sur un coussin de méditation si vous en avez un, mais une chaise fera l'affaire. De mettre vos pieds bien à plat sur le sol, vos jambes à l'équerre, le dos décollé du dos de votre chaise, dans une posture droite et digne, de déposer vos mains sur vos cuisses et d'imaginer un fil d'or qui relie le haut de votre tête avec le ciel et de sentir vraiment l'ancrage de vos pieds dans le sol. D'observer votre respiration, ce miracle de la respiration et du souffle qui se déploie sans que vous n'ayez rien à faire pour. Et là, mon invitation est d'aller visiter vos émotions. Quelles émotions est-ce que vous ressentez là, maintenant? Et lorsqu'une émotion viendra pointe, d'ailleurs, en pleine journée, n'hésitez pas à faire cet exercice à ce moment-là. De nommer cette émotion, de la décrire, et puis de ressentir physiquement, au cœur de vous-même, où se place cette émotion. Donc, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous avez une boule, par exemple, à la gorge, un nœud à l'estomac, une pression sur la cage thoracique, etc.
Et donc cet exercice, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour ou quand vous avez besoin, mais c'est important d'aller visiter ces émotions, de pouvoir les nommer et de pouvoir corporellement les situer. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous faites cet exercice, les émotions vont tout naturellement s'apaiser. Ça, c'est les neurosciences qui pourront expliquer Oui. le mécanisme. Voilà, là, moi, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Et donc, première étape, entrez en contact avec vos émotions sans jugement aucun. Ne commencez pas à vous juger parce que vous ressentez ça, ça ou ça. Non, vous l'avez compris entre-temps que vos émotions, c'est une force et un guide. Elles permettent de vous préserver et de vous permettre justement de traverser votre émotion et d'aller de l'avant, justement. Et ainsi, vous allez aussi pouvoir exprimer de manière positive et adéquate aussi votre émotion. Donc, l'autre va vous écouter, vous allez être entendu. Et donc, ça n'a pas de prix. Et surtout, vous allez pouvoir les exprimer sereinement à votre entourage et donc créer des relations interpersonnelles saines. Ce qui est évidemment, ce qui est problématique quand on ne le fait pas et qu'on crée, qu'on exprime ses émotions de façon inadéquate avec de la colère et de la rage, bah, fatalement on crée des disputes, etc. Donc voilà. Donc le second avantage que je vois là-dedans, bah, c'est vraiment de pouvoir, voilà, exprimer les émotions de façon saine, calme, positive. Et alors, c'est quelque chose de constructif aussi pour l'entourage familier et pour l'entente avec les collègues aussi d'ailleurs. Ok, ben là, je me rends compte que oui, tu viens de parler du fait de pouvoir exprimer ses émotions à son entourage, oui, que ça soit notre famille ou bon maintenant c'est notre famille parce qu'on est en confinement, mais c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire pour la majorité des gens, si? Qu'est-ce que tu penses? Effectivement, c'est très compliqué pour la majorité des gens d'exprimer ses émotions et qui plus est les émotions avec lesquelles on a le plus de mal et qui sont les plus inconfortables, comme de la tristesse, de la peur ou de la colère. Et il y a 4 explications à ça. La première, c'est notre éducation. On nous a jamais appris à exprimer nos émotions, ni à prendre le temps de le faire. Au contraire, on nous a juste appris à être fort, à faire plaisir, à être parfaite et à nous dépêcher surtout. Donc voilà. Et c'est encore pire pour les petits garçons auxquels on a inculqué depuis la plus tendre enfance que il fallait pas pleurer, que les petits garçons ne pleurent pas. Et donc, quelque part, dans notre éducation et même à l'école, parce que l'école ne fait rien pour y remédier, on nous apprend finalement que les émotions sont négatives. Deuxième chose, bon, vous l'aurez compris entre-temps qu'elles ne le sont pas. Hein, donc, ce sont des guides précieux et elles ont une intention positive pour vous, comme nous allons le voir tout à l'heure, en révélant un besoin chez vous auquel il faut répondre. Deuxième raison pour laquelle il peut être difficile d'exprimer ses émotions, c'est tout simplement parce qu'on a peur. On a peur d'aller ouvrir une porte de Pandore et pouf, qu'il y a un flot d'émotions là qui va sortir avec quoi on ne va rien savoir faire, qui va être submergé pour ça. Il ne faut pas avoir peur d'être submergé par ces émotions. À nouveau, je vous ai dit, elles ont une intention positive pour vous. Le fait de se sentir mal à l'aise avec ses émotions, etc., c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive de pouvoir exprimer ses émotions. Et alors, la quatrième chose, et ça c'est vraiment important parce que là on touche un point qui est vrai et qui est véritable, c'est que les gens ont souvent peur en exprimant les émotions du jugement des autres et de la réaction des autres. Et ça, c'est tout à fait réel. Et donc, il convient de déposer ces émotions qu'auprès de personnes de confiance. Il ne faut pas s'attendre à ce que des personnes qui ne sont pas dans l'empathie et qui ne savent pas écouter leurs propres émotions soient capables d'écouter les vôtres. Donc, préservez-vous parce qu'en plus, ces personnes risquent d'utiliser ces émotions après pour aller appuyer là où ça fait bien mal ou pour les utiliser ensuite dans des jeux de pouvoir psychologiques. Donc, exprimez ces émotions, oui, très bien, mais faites-le auprès des personnes ressourçantes autour de vous surtout. Préservez-vous. Ah ben super, ben merci beaucoup Anne pour ton éclairage parce que là on comprend en effet beaucoup mieux maintenant pourquoi on est souvent réticent à exprimer ses émotions. Mais je suppose ben maintenant grâce aux clés que tu viens d'apporter, ça sera vraiment beaucoup plus facile en effet de les exprimer. Et d'ailleurs à ce propos, je voulais savoir quel est le bénéfice au fait finalement de les exprimer ces émotions-là et est-ce qu'il y a un danger, au fait, à ne pas le faire? Oui. Alors,
j'ai déjà touché un peu précédemment sur le fait quels sont les bénéfices d'exprimer ses émotions. Ça fait partie du chemin à traverser justement pour pouvoir les apprivoiser et les traverser tout simplement. Exprimer ses émotions va vous permettre aussi petit à petit de déconstruire votre émotion et donc de comprendre le besoin qui se cache derrière pour vous. Autre bénéfice, c'est que si vous voyez votre entourage proche ou des collègues qui commencent à s'énerver, etc., se mettre en colère, vous allez pouvoir vous dire « Ah, là, il y a quelque chose qui se passe chez l'autre personne, il y a une émotion qui se joue, etc. » Et donc, vous allez éviter, vous devriez éviter de prendre les choses de façon personnelle parce que vous savez qu'il y a un autre schéma qui est à l'action chez cette personne. Et vous allez pouvoir l'aider à déconstruire son émotion aussi, à comprendre pourquoi elle ressent cette émotion, l'aider à la nommer, à la situer corporellement, à l'exprimer après aussi. Et ça, je trouve vraiment très chouette de pouvoir voir ça. Et puis surtout, les émotions sont quelque chose de très personnel. N'oubliez pas que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui exprime de façon inadéquate ses émotions, c'est souvent lié à son vécu qui est différent du vôtre. Donc, c'est important d'en tenir compte aussi. Oui, maintenant, si on est… Pardon. Ouais. Oui, non, je comprends que c'est toujours lié à quelque chose qui existe déjà là. Et… Oui, mais c'est difficile hein, quand on est dans le feu de l'action et qu'il y a quelqu'un en face, ben, on a toujours tendance à surenchérir et acheter de l'huile sur le feu. Ouais. Mais il y a moyen de faire les choses autrement. Ça s'apprend. Donc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je me coach moi-même, hein, donc je dois apprendre ça aussi. Hein, donc voilà, pas parce que je suis coach que j'ai toutes les réponses et que ça ne s'applique pas à moi, ça s'applique à moi aussi. Alors, attention cependant, deuxième partie de ta question, oui, il y a un danger à ne pas exprimer ses émotions. Et surtout aujourd'hui, étant donné qu'on vit cette période particulière de confinement et qu'il y a quand même une promiscuité assez forte entre les personnes qui partagent le même toit et qu'on est toutes et tous traversés d'émotions. En fait, la tendance qu'on aurait tendance à faire, c'est de glisser vite les émotions sous le tapis et de les nier. Ou si un conjoint s'énerve ou des enfants, bah, de prendre sur soi, donc d'être dans la suradaptation. Ou alors de dire, ouf, j'ai envie d'oublier tout ça, donc je vais me mettre dans l'hyperactivité dans mon boulot, je vais nettoyer ma maison, etc. Le seul problème avec ça, c'est que vos émotions, dans de telles circonstances, vont s'apparenter à de véritables animaux affamés en cage. Ce qui fait que ces émotions vont s'accumuler et à un certain moment, boum, ça va exploser. Et quand ça explose, malheureusement, ben, ça ne s'exprime pas de façon adéquate. Donc, il y a de vives tensions qui vont s'en suivre, etc. Et en plus, au final, vous allez vous sentir encore plus mal parce que l'autre n'aura pas pu écouter votre émotion, vu que vous avez explosé. Et vous vous sentirez donc frustré et peut-être même en colère. Donc, c'est vraiment pas la solution. Et c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà assez apporté sur nos épaules comme ça. Effectivement, waouh, je comprends maintenant que, au fait, il vaut mieux en effet prêter attention à ces émotions-là aujourd'hui et aussi aux émotions des autres autour de nous, hein, notre entourage, nos collègues. Ça règle beaucoup de choses de le faire tout de suite. Avoir c'est super, avoir vraiment le courage d'y faire face parce que c'est la seule manière de les traverser et d'aller de l'avant. Sinon, ça s'accumule et ça se termine de la même façon en dispute. Et en plus, il y a d'autres émotions qui vont venir se greffer dessus parce qu'il y aura la frustration de ne pas avoir obtenu ce qu'on voulait. Et voilà. Et donc, c'est une espèce de spirale infernale dans laquelle on est et dont on peut difficilement sortir. Donc. Ok, très bien. Bah, maintenant, au moins là, c'est clair qu'on doit vraiment adresser ce qu'on ressent tout de suite. Bon, je vois que ça avance. Je voudrais maintenant qu'on plonge dans la dernière partie, au fait, au cœur des 4 émotions de base, qui sont, si j'ai bien retenu, si je le sais, la peur, la colère, la tristesse et la joie. Exact, Aziza. Donc, ce sont bien les 4 émotions. Ça, c'est vraiment, oui, bravo, magnifique, chapeau. Donc, effectivement, ce sont les 4 émotions de base, donc qui sont reconnues par la majorité des chercheurs dans le monde actuellement. Ekman, lui, il en a rajouté 2, la surprise et le dégoût. Mais la surprise, quelque part, peut être une déclinaison de la peur et le dégoût, une déclinaison de la colère, en fait. Effectivement. Alors…
Tu veux qu'on attaque une des émotions? On y va? Oui, c'est ça. Je voudrais qu'on attaque justement la plus importante, la première et celle qu'on vit maintenant effectivement pendant ce confinement, c'est la peur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Exactement. On Allons-y. ressent tellement de peur vis-à-vis de ce virus. On ne connaît pas vraiment sa dangerosité. On est confiné, on est un peu mal. Donc, on va adresser la peur en premier, Anne. Je pense effectivement que c'est la peur qui nous a touchés toutes et tous en premier, même si on n'est pas tous égaux et pareils, bien sûr. Et en fait, la peur, elle nous renseigne qu'il y a danger. Et le danger, il est de taille aujourd'hui. Donc, face à un virus, comme tu dis, qui est imprévisible, invisible et dont on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants. Et donc, vous voyez ici très clairement que la peur joue un rôle prépondérant ici, étant donné qu'elle va nous permettre justement de nous prémunir de la façon dont on peut, nous, un maximum face à ce virus. Le manque de contrôle que l'on peut ressentir face à ce virus. Ouais. Donc, moi, je me suis sentie très impuissante face à ça au départ et même toujours. Et donc, ça ajoute quelque part au sentiment de peur. Et puis, bien entendu, les réseaux sociaux et les médias qui font rien pour arranger les choses et qui nous assènent tous les jours leur lot de nouvelles anxiogènes. Et donc, tout ça nourrit la peur, en fait. OK. Mais qu'est-ce qu'elle révèle, cette peur de nous, Anne, de nos besoins intérieurs? Alors, la peur, qu'est-ce qu'elle révèle comme besoin? Elle vient nous montrer qu'on a besoin d'être rassuré et de se sentir protégé. Et donc, vous voyez bien ici que la peur de ce virus nous a tous mis en mouvement, enfin, nous a donné les moyens pour nous de nous prémunir un maximum, nous et nos proches. Comment? En adoptant les règles d'hygiène de base, en respectant le confinement strict et la distanciation sociale minimale requise. Moi, je me lave les mains très souvent, j'ai du gel hydroalcoolique. Dès que je sors, je mets mon masque, je mets mes gants en latex. Voilà, dès que je sors, j'essaye aussi d'éviter les supermarchés à l'heure de pointe. Donc, je vais plutôt en fin de soirée. Et donc, on a tous nos petits trucs ainsi pour nous prémunir et donc, quelque part, rassurer cette peur qui est là. Alors, l'essentiel, et ça j'ai oublié de dire, c'est que le souci avec la peur, en fait, c'est quand elle devient paralysante et qu'elle nous bloque dans notre vie. Et donc, l'essentiel, quand on a peur, c'est de ne pas laisser la peur prendre toute la place, parce qu'alors, elle va être paralysante. Et vu qu'on est en plus en confinement, c'est important qu'elle ne nous paralyse pas, parce qu'il faut quand même qu'on puisse continuer à vivre un petit peu dans cette situation difficile. Alors là, la proposition que j'ai pour vous, c'est d'identifier la peur à une vieille amie, une vieille connaissance que vous connaissez que trop bien parce qu'elle vous visite régulièrement depuis que vous êtes toute petite, cette peur. Et elle vous visite un peu plus régulièrement maintenant depuis mi-mars, certes. Et donc, vous lui ouvrez la porte. Ah, tiens, la peur est de nouveau là, bonjour, etc. Vous l'accueillez avec bienveillance. Vous la mettez dans votre fauteuil avec un thé. Vous la laissez siroter son thé, faire ce qu'elle veut dans son coin. Et vous, à côté, vous vous activez et vous menez votre vie. Donc, ne surtout pas donner les clés de votre maison à la peur. Donc, voilà, ne pas la laisser prendre toute la place. Et alors, cela me fait penser, c'est pour ça que je regarde mes notes, cela me fait penser à une analogie que j'ai entendue tout récemment via Émergence, qui a été fondée par Helios Kotsou. Et dans un de leurs webinaires récents, le philosophe José Leroy disait la chose suivante. Prenons le ciel, par exemple. Il est traversé d'oiseaux, de nuages, d'avions, un peu moins aujourd'hui, ça c'est sûr, d'éclairs. Alors, nous avons le choix de focaliser notre attention sur l'oiseau, ne voyant que lui dans ce vaste espace, soit nous élargissons notre attention à l'ensemble du ciel. Ce ciel fantastique qui, accueillant tout ce qui le traverse, reste inaffecté. Et nous sommes peut-être nous-mêmes ce vaste espace qu'est le ciel, capable d'accueillir le flot de nos émotions, mais également d'y trouver refuge. Ah, très beau partage, Anne. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. Mais j'aimerais quand même savoir comment est-ce qu'on fait dès lors pour assouvir les besoins que cache cette peur qu'on a. Oui, donc comme on l'a dit, le besoin fondamental qui se cache derrière la peur, c'est d'être rassuré et de pouvoir sauver sa peau et donc si possible d'éviter l'objet même de la peur. Alors aujourd'hui, on voit bien que la peur
que l'objet de la peur est réel, donc c'est Oui. ce virus, et donc on a tout à fait raison d'avoir peur. C'est pas un film qu'on se fait dans notre tête. Le danger est réellement là. Alors pour vous aider, 4 questions que vous pouvez vous poser pour apaiser votre peur. Les 2 premières, vous les connaissez, c'est de nommer et d'écrire précisément votre peur. Quel est l'objet de votre peur? Qu'est-ce qui vous fait précisément peur? De le décrire de façon très concrète. Ensuite, de le ressentir corporellement en vous. Et puis, 3e question, vous posez la question, est-ce que la probabilité que l'objet de votre peur se réalise, est-ce qu'elle est réelle? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans 80% des cas de la peur, en fait, ce seront juste des constructions mentales des gens. Je prends un exemple. Supposons qu'une personne ait peur de croiser un lion en rue à Bruxelles. Bon, la probabilité pour elle de croiser un lion dans la rue à Bruxelles, à Paris ou à Montréal est quand même assez inexistante. Donc là, on voit vraiment que la peur est une construction mentale et qu'il va falloir la déconstruire, ou sinon ça va être paralysant pour la personne. Si vous faites un safari et que vous vous promenez à pied dans la brousse, la probabilité que vous allez tomber sur un lion et qu'il vous attaque est quand même plus importante. Et donc là, la peur est tout à fait légitime et l'objet de la peur est tout à fait réel, comme ce qu'on vit aujourd'hui avec ce virus. Et donc, vous allez, avoir les bons réflexes pour prendre la peau des tempêtes ou je ne sais pas tout. Enfin, plein d'autres choses. Ça, c'est la peur qui va vous donner les clés. Et par contre, si vous faites un safari en Jeep, cool, Raoul, tranquille, avec des guides locaux installés dans votre Jeep, le risque que vous allez croiser des lions est élevé. D'ailleurs, c'est le but de votre safari, quand même d'en voir. Mais la probabilité que ce lion vous attaque est quand même très, très faible. Et donc là aussi, il faudra déconstruire cette peur parce que ce serait dommage de gâcher votre voyage et votre safari juste à cause de cette peur et de gâcher peut-être le voyage des personnes qui vous accompagnent aussi d'ailleurs. Donc voilà. Exactement. Écoute, Anne, c'est bon. Oui, ça me fait penser aussi ça par rapport aux 80% des peurs que l'on se fait dans sa tête. Et je précise, aujourd'hui, c'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, c'est pas une construction mentale. Aujourd'hui, le danger, il est réel. Mais dans ce cas des constructions mentales, ça me fait penser à une citation qui est très parlante aussi de Christophe André, que pas mal de gens connaissent, et qui dit la chose suivante: dans ma vie, j'ai réchappé à des centaines de catastrophes. Contrairement à ce que je craignais, elles ne sont jamais arrivées. Et alors, 4e question que vous pouvez vous poser par rapport à vos peurs, et c'est une question que je trouve assez géniale. Vous pensez à une situation où vous avez eu peur et où l'objet de votre peur ne s'est pas réalisé, ou carrément l'objet de votre peur s'est réalisé. Sur quelles ressources avez-vous pu compter? Parce que j'imagine que ce sont des ressources inespérées, des ressources que vous ne soupçonniez même pas que vous avez. Donc, quelles sont les ressources sur lesquelles vous avez pu vous appuyer pour justement vous rassurer, etc. Donc voilà, et ça c'est une question qui est très importante parce que si vous êtes là ce soir à m'écouter, et je vous remercie encore, ça veut dire que vous avez apprivoisé 100% de vos peurs, sinon vous ne seriez pas là. Oui, effectivement, et c'est important qu'on connaisse ces ressources d'ailleurs, Anne. Effectivement. Voilà, je te remercie, tu nous as donné vraiment plein de clés de compréhension intéressantes par rapport à la peur. C'est vraiment top. Et puis, maintenant, si on allait visiter la tristesse, qu'en dis-tu? Alors oui, la tristesse, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup ressenti chacun et chacune. Alors en fait, la tristesse, elle se manifeste lors de la perte d'une chose, la perte d'un être cher, la perte d'illusions, de rêves, de valeurs. Par exemple, je pensais obtenir cette promotion, je pensais faire carrière de telle manière, je pensais qu'il m'aimait, etc. Et aujourd'hui, dans cette période de confinement obligé, etc., la tristesse, évidemment, pointe le bout de son nez, étant donné qu'on vit un état quand même de rupture par rapport aux proches qu'on ne peut pas voir, vu qu'on ne peut plus les prendre dans nos bras, on ne peut plus les embrasser, etc. Et donc, ça crée quand même une certaine solitude émotionnelle empreinte de tristesse. On peut être triste aussi parce que quelque part, on perd aussi d'une certaine manière, mais non largement, notre liberté en fait, étant donné on peut plus se rendre dans la salle de sport, on peut plus se déplacer comme bon nous semble, on peut pas se retrouver au resto autour d'une bonne table pour partager un bon moment avec les amis. Donc la tristesse peut se manifester aussi à travers d'un sentiment de perte de liberté. Et cette tristesse, elle va pouvoir se muer
pardon, en d'autres émotions, comme par exemple la colère, mais ce sera toujours la tristesse qui sera l'émotion de base. Par exemple, moi, je me souviens quand j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, ben j'étais, oui, c'était une catastrophe pour moi. Hein. Donc, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Donc, j'étais en colère contre mes parents parce qu'ils m'avaient menti. J'avais peur parce que j'avais peur de ne plus recevoir de cadeaux à Noël. Mais surtout, l'émotion primaire de base, c'était vraiment la tristesse que le Père Noël n'existait pas. Donc, voilà. Donc, souvent, à la tristesse, on peut substituer d'autres émotions, mais donc souvent, c'est la tristesse qui est à la base parfois de la colère ou même de la peur. Et alors, je vous invite aussi à ne pas vous identifier à votre tristesse, à ne pas faire corps avec votre tristesse. Et là, je voudrais utiliser une citation de Mathieu Ricard, que vous connaissez certainement aussi, et qui dit « Lorsque vous vous rendez chez le médecin, vous ne dites pas « je suis la grippe ». Vous dites « j'ai la grippe », mais vous dites pas « je suis la grippe ». Donc, ne vous identifiez pas, s'il vous plaît, à votre tristesse. Ah, exactement, exactement. Et au fait, cette tristesse, Anne, qu'est-ce qu'elle révèle sur nous et sur nos besoins intérieurs? De la même façon qu'on a parlé de la peur, de nous expliquer au niveau de la tristesse. Alors, au niveau de la tristesse, malheureusement, ce sera un peu plus compliqué parce que le besoin fondamental, quand on est triste, c'est de récupérer ce qu'on a perdu. Ce qui, dans beaucoup de cas, ne sera pas possible parce qu'on n'a pas contrôle sur des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle. On ne pourra pas faire infléchir la situation et donc il faudra se résoudre. Et donc, très souvent, malheureusement, face à la tristesse, il n'y aura de voie que le chemin douloureux du deuil et de l'acceptation. Et donc, le temps sera justement à laisser couler les larmes et à penser ces blessures patiemment. Et il faut être patient avec ça parce que ça prend du temps de cicatriser tout ça. Donc, un travail de deuil et d'acceptation, ça peut prendre du temps et en plus, ça demande beaucoup de soutien et d'amour aussi de son entourage. Et alors, donc, surtout, ne culpabilisez pas si vous pleurez régulièrement. C'est très bien, c'est une bonne chose. Ça fait partie du chemin que vous avez à traverser. Et c'est ainsi que votre tristesse va petit à petit laisser place à une acceptation sereine et aussi va vous permettre de renouer avec votre joie intime et profonde. Et ça, c'est quand même quelque chose de positif. Et une autre proposition que vous pouvez faire par rapport à la tristesse, c'est, il y en a plein qui le font, donc j'apprendrai rien, fixer des moments de partage sur le net ou sur la webcam, mais déjà de prévoir aussi des moments de partage ou des moments de fête, de retrouvailles pour l'après-confinement, donc que vous ayez des projets. Moi, je trouve que c'est une très belle carotte pour envisager le futur de façon positive, avec joie et avec espoir. Je sens déjà dans ta voix comment ça change quand tu as parlé de la tristesse, parce que je trouve qu'on sent fort, Anne, que la tristesse est sans doute une des émotions les plus inconfortables. Car je suppose bien souvent la perte qu'on subit, elle est irréemplaçable. Et à ce moment-là, la solution qui nous reste, c'est vraiment de faire ce douloureux travail de deuil pour parvenir à une acceptation sereine de ce qui nous arrive, de la situation, de ce qu'on a perdu. C'est un passage douloureux. C'est un passage douloureux, mais obligé malheureusement. Alors tant mieux si on arrive à remplacer ce que l'on a perdu, mais dans la majorité des cas, hélas, ce ne sera pas possible. Donc il faut dire aux gens, faites le deuil, acceptez, comme ça vous restez serein. Alors, et pour l'instant, on va passer à la colère, Anne. Alors, allons-y. On y va. J'aime bien la colère, ça prend de l'énergie pour être en colère. Ouf, oui, ça prend énormément d'énergie. Ça prend énormément d'énergie. Alors, la colère, elle survient quand il y a un envahissement de notre territoire ou lorsque notre espace de liberté, nos droits et nos valeurs sont piétinés. Et donc aujourd'hui, moi, ça fait tout à fait écho en moi. Donc je me mets très souvent en colère. Enfin, j'essaye de la contenir, mais lorsque je me balade dans le supermarché et que je suis en train de choisir mes avocats et qu'il y a quelqu'un qui passe sa tête au-dessus de mon épaule, juste collé contre moi, ça me rend assez dingue. Ou je me souviens encore, il y avait 4 voiturettes là qui bloquaient tout le chemin dans une allée et ça papotait, ça discutait, ça rigolait comme si de rien n'était. Donc vous sentez poindre la colère là en moi, ça monte. Donc voilà. Cette colère, on peut aussi la ressentir vis-à-vis de soi-même quand on s'est pas assez respecté dans une situation ou vis-à-vis d'une tierce personne. Là aussi, on va pouvoir ressentir de la colère. Et la colère va aussi pouvoir apparaître si on a formé des attentes trop pesantes sur autrui.
D'abord, si on a des attentes et qu'on ne les formule pas, fatalement, la personne ne peut pas les deviner. Et donc, ma proposition dans ce cas-là, comme le disait Lise Bourbeau, c'est de parvenir à des ententes et non des attentes. Et je prends un cas très précis pour illustrer ça par rapport au confinement maintenant et la promiscuité qu'on vit. Donc, supposons que vous êtes en couple, travaillez tous les deux en télétravail et vous avez 2 jeunes enfants à la maison. Si vous ne parvenez pas à des ententes pour dire, OK, de telle heure à telle heure, maman ou papa travaille dans telle pièce et ne veut pas être dérangé à moins qu'il y ait un incendie, vous risquez d'être frustré si vous le dites pas et que vous attendez qu'ils comprennent d'eux-mêmes qu'ils doivent respecter ça. Donc, parvenez à des attentes, mettez-vous autour de la table avec la tribu qui partage votre toit aujourd'hui et mettez-vous d'accord sur des points. Ce sera beaucoup mieux que de formuler des attentes. Oui, c'est très clair. Anne, merci beaucoup. Oui, c'est important que justement on parle et qu'on décide qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Oui. Maintenant, c'est quoi c'est toujours la même question qui revient en fait, mais c'est parce que vraiment je veux que les auditeurs comprennent les besoins intérieurs en fait que la colère vient révéler sur nous. Donc pour chaque émotion, il y a cette question en fait à laquelle tu réponds. Alors la colère, comme tu l'as dit à juste titre en introduction, elle est chargée très fortement émotionnellement et donc elle va devoir trouver un exutoire à sa hauteur et donc il va falloir sortir, exprimer cette colère, pas vis-à-vis des autres, hein, attention. Donc voilà, ou alors de façon adéquate et positive, mais au départ ce sera un peu compliqué. Donc crier dans un coussin, dans un oreiller, allez vous promener en rue, crier un bon coup. C'est pas grave, les gens autour de vous, vous faites comme s'ils n'existaient pas. Ou alors aller crier un bon coup dans votre cave ou dans votre grenier, si vous en avez un, ou dans le couloir, peu importe. Il faut vraiment sortir cette colère. Alors évidemment, pratiquer un sport intensif, c'est une bonne idée aussi, sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas les pratiquer tous. Donc, vous pouvez aller prendre l'air, marcher ou aller courir, mais c'est vrai que les autres formes sont compliquées. Et donc, moi, mon invitation serait de parvenir aussi à exprimer votre colère de façon adéquate vis-à-vis des gens qui vous entourent. Une autre proposition est le pardon, mais ça, ce n'est possible qu'après d'avoir évacué d'abord l'énergie première de la colère. Et puis, un autre besoin qui peut se manifester via la colère, c'est de se rendre compte que la situation dans laquelle on est ne nous convient plus et de quitter des situations. Après avoir envisagé toutes les solutions possibles d'abord. Hein. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, parce que comme le disait Mandy, il n'y a rien de pire de rester dans un endroit qui ne nous convient plus, on se sent coincé et où on ne veut plus être. Donc ça, ce sont mes propositions par rapport à la colère. Ok. Wow, il y en a c'est chargé vraiment hein, pour la colère. Ben, merci beaucoup Anne. C'est des apprentissages, des apprentissages dont on a besoin tous. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Et j'adore ça parce qu'on va terminer avec la joie. Oh oui, cette belle émotion, Anne. La joie. Alors, que dis-tu sur la joie? Écoute, quoi de plus réjouissant que de terminer par la joie et de pouvoir y renouer et se reconnecter à la joie après justement avoir traversé toutes ces émotions qui étaient la peur, la colère et la tristesse. Et la joie, c'est vraiment le sel de la vie. Et donc, je vous souhaite vraiment à toutes et tous de vivre des moments de joie tous les jours. C'est vraiment important. Et surtout, de jeter, votre joie va encore être plus savoureuse si vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur et que vous regardez tout ce que vous avez traversé là et enduré depuis plus d'1 mois de confinement, toutes les émotions que vous avez apprivoisées, etc. Et toutes les ressources sur lesquelles vous avez pu vous appuyer pour les dépasser. C'est juste magnifique. Et donc, cette joie, cette reconnexion à la joie, il faut la célébrer aussi avec vos proches. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça va passer par le prisme du virtuel. Mais, prévoyez déjà à l'avance des moments de retrouvailles, de fêtes, etc. Soyez créatifs, lâchez-vous. Voilà, ça va être un moment inouï aussi qu'on n'a jamais connu et ça va être fort et il faut célébrer cette joie. Et je voudrais terminer sur un autre bienfait que vous procure la joie. C'est que si vous pensez à des moments qui vous ont mis en joie, vous allez voir aussi quels besoins chez vous ont été satisfaits, justement parce qu'ils vous mettent en joie. Et là, vous allez obtenir vraiment des clés très précieuses d'où se situe
vos priorités et ce qui est essentiel pour vous pour l'instant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et merci beaucoup Aziza d'avoir pu m'exprimer ce soir sur ce sujet. Oui. Merci à toi Anne pour ces beaux partages. Je peux dire que franchement la notion acceptation de mes émotions et ce que je dois apprendre de vraiment chacune au fait et de chacune de ces émotions est bien claire dans ma tête et je pense que ou je suppose que les auditeurs pensent la même chose que moi en ce moment. Alors, bon, pour nos auditeurs, maintenant, on va passer à la période des questions et réponses. Et Anne va pouvoir répondre à vos questions par ordre chronologique. À chaque fois que la question entre dans au fait, pas le chat, il y a une partie qui est vraiment réservée à questions et réponses. Donc, on va voir les questions et je vois peut-être d'abord une question, mais qui est dans le chat et qui ne sera peut-être pas dans le Q&A. C'est comment augmenter la joie. J'ai donné quelques pistes, mais une façon d'augmenter la joie aussi, c'est de se mettre dans la gratitude. Et donc, tous les soirs, avant d'aller dormir, d'identifier les petits moments de gratitude que vous avez eus dans la journée. Et ces petits moments sont aussi des moments de joie infinie. Il faut pas qu'il y ait des joies énormes et je ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais il peut y avoir une petite joie. Il peut y avoir juste la joie là de prendre le matin votre tasse de thé entre les mains bien chaude, d'ouvrir votre fenêtre ou si vous avez une terrasse, de vous mettre dessus et d'entendre le chant des oiseaux là à 6-7 heures du matin. C'est juste magique. Il faut voir vous ce qui vous convient. Mais la joie se retrouve vraiment dans des toutes petites choses et d'exprimer de la gratitude pour ça tous les soirs. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez voir, vous allez remarquer aussi de plus en plus ces petits moments de joie dans votre journée. Merci pour la réponse, Anne. Alors, est-ce qu'on voit des questions? Voilà. Il y a... bon, Aïcha dit merci beaucoup à vous deux. Olivia, mais comment ressentir la joie dans notre monde moderne? C'est parfois compliqué. Je ressens souvent du contentement, de la sérénité, de la gratitude, mais la vraie joie est bien difficile. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Anne? C'est difficile. J'ai donné toutes les. J'ai lu aussi quelque chose qui était difficile de renouer avec une intensité forte qu'est la joie. Je pense qu'il y a peut-être une perception fausse qui est connotée à la joie aussi, qui serait une explosion, une effusion de plein de choses. Je pense que les joies peuvent être quelque chose de très très simple. Essayez de ne pas trop se connecter aux nouvelles négatives du monde, de vous préserver par rapport à ça pour cultiver un peu plus de joie en vous. Et oui. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Anne? Certainement, Aziza, pour Olivia, être dans la gratitude. La gratitude nous ramène énormément de joie et c'est instantané. Donc, c'est sûr que… Alors, une question de Radia. Est-ce que le fait de prendre des risques, ça va nous aider à affronter la peur, dans le sens où on sera immunisé contre la peur? Il faut voir, il faut peser le risque. Tout dépend des risques que vous prenez. Donc, c'est quelque chose de très personnel. Donc, il y a des gens qui ont une aversion au risque et d'autres qui n'en ont pas. Donc, voyez bien, aujourd'hui, moi, j'ai une peur assez grande de ce virus, donc je fais vraiment tout. Donc, je mets même du gel, je mets même du gel hydroalcoolique sur mon volant, sur mes clinges de porte, etc. Et par contre, il y a d'autres gens dans la rue qui se promènent sans rien et qui font comme si de rien n'était, qui respectent rien. Donc, on voit vraiment qu'on a tous des réactions différentes par rapport à ça. Et donc, si pour vous, c'est la prise de risque et que ça vous convient et que vous, ça vous rassure et que vous fonctionnez comme ça, tant mieux. Il y a des gens qui ont peur, par exemple, de faire une présentation ou qui ont une deadline pour un projet et qui vont fonctionner très bien sur les dernières 24 heures à cause du shot d'adrénaline. Donc ça, c'est un peu la connaissance de soi-même qui va vous guider par rapport à ça, mais pourquoi pas? Mais voilà. Ne vous mettez pas plus à risque parce que la peur est là quand il y a danger. Donc, si prendre des risques vous permet d'apaiser le danger, ok, mais il ne s'agit pas de venir doubler ou tripler le danger, certainement pas. Exact. Il y a Bouchra qui te demande, Anne, comment initier les adolescents à apprivoiser leurs émotions?
Ah, ça c'est une vaste question. Malheureusement, je suis pas spécialisée dans ce qui est ado, donc j'aurais peur de m'avancer sur un sujet que je ne connais pas. Je pense que des pistes intéressantes par rapport à ça, c'est d'essayer de trouver sur Internet des associations qui sont occupées avec ça. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui interviennent pour faire de la méditation dans les écoles, etc. Je pense que la méditation peut être une piste assez importante pour ouvrir le spectre des émotions aux jeunes. Je pense que c'est une porte d'entrée intéressante. Voilà, mais je suis pas spécialiste, donc voilà, mais je pense qu'il y a plein d'initiatives qui existent à cet égard sur le net. En tout cas, j'en connais, mais en Belgique, donc voilà, avec Graines d'émergence notamment. Et je suis ici en pleine conscience. Ok. Elle avait posé une autre question, si tu peux la voir d'ailleurs. En famille, y a-t-il un exercice à faire pour se connecter à nos émotions et les exprimer? Se connecter à vos émotions, ben oui, l'exercice que je vous ai dit. En famille, elle aimerait quelque chose en asseoir. famille, ouais. Mais vous pouvez le faire en famille, donc voilà, Ouais. et quelqu'un guide l'autre en s'asseyant, etc. Et tout ça. Il y a des méditations guidées que vous pouvez trouver sur le net aussi. Il y en a beaucoup que l'école occidentale de méditation met aujourd'hui. Il y a des méditations journalières aussi via émergence.org, et donc toutes des pages Facebook, etc. Et donc c'est un exercice que vous pouvez faire, oui, je pense, en famille pour nommer, donc qu'est-ce que vous ressentez et faire sortir les émotions. Donc voilà. Mais bon, voilà, il faut savoir, il faut être sûr de pouvoir accueillir les émotions que vous allez recevoir en face aussi. Donc voilà. Mais simplement déjà les nommer, les situer. Si les enfants parviennent déjà à dire ah tiens j'ai mal là, quand j'ai peur, j'ai mal au ventre, voilà. Vous pouvez déjà expliquer qu'il y a un lien entre les deux. Donc Ok, ok. Ben, il y a beaucoup de gens qui nous remercient, qui te remercient, Anne, pour ta présentation. Mais là, on a une question de Victoria. Comment se séparer d'une personne qui nous procure de la tristesse, de la colère et également de la peur? Ça, c'est une vaste question aussi, mais je pense que ça fait partie justement d'un certain travail de deuil à faire, parce que je pense que si on reste avec une personne, mais bon, ça n'avance que moi, donc c'est quelque chose de très personnel, donc je ne veux pas penser à votre place et nier votre ressenti, mais quand on aime vraiment une personne, je pense qu'il est toujours très difficile de la quitter, mais si la personne nous fait du mal, nous rend triste ou même nous fait peur, à un certain moment, ben il faut faire face à ses peurs, savoir les traverser. Pour la tristesse, faire un deuil, donc qui vaut le deuil de la personne que vous pensiez qui existait et qui malheureusement n'existe pas, et de pouvoir ainsi pas à pas vous amener à pouvoir la quitter. Maintenant, il faut pas quitter une telle personne, je pense, comme ça du jour au lendemain non plus. Et il faut vous faire accompagner, surtout par les instances sociales, etc., qui existent. Voilà, pour trouver hébergement, si vous pouvez pas être hébergé par des amis ou quoi. Donc voilà. Mais là, on rentre dans un autre sujet. Mais voilà, ça demandera aussi un travail d'acceptation et de deuil. Et ce sont des choses que vous ne devez pas traverser toute seule. Et il y a plein de personnes qui sont là pour vous aider sur ce chemin difficile il y a et des personnes douloureux. ressources, absolument. Ouais. Voilà. Il y a Hind qui demande, la curiosité peut-elle être un facteur de joie? Ah, certainement. Oui, je pense que la curiosité met en joie parce que la curiosité donne un certain allant de vie, une certaine énergie de vivre, donne l'envie d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses. Donc oui, c'est un facteur de joie, certainement. Oui, et ça répond justement à la question de tout à l'heure de quand on est plus jeune et quand on est un enfant, on a la joie est beaucoup plus forte que quand on devient adulte. Mais au fait, c'est juste parce que quand on est enfant, on est curieux. On est curieux et tout nous paraît extraordinaire. Donc, si on fait la même chose en étant et adulte, on est très spontané aussi. On est très spontané, exactement. on est en lien direct avec toutes nos émotions et tout ça. Il y a encore rien qui est venu mettre des parois et des blocages et des pensées limitantes. Donc, on est vraiment ouvert à tout, à toutes les sollicitations. Et ça doit être juste génial. Donc, voilà, malheureusement, on s'en souvient pas trop. Enfin, peut-être certaines parties de notre enfance, mais voilà. Je voulais encore rajouter, il y a un truc qui m'est revenu vis-à-vis de la colère. Oui, quand vous exprimez de façon positive et adéquate votre colère vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi dans le but de défendre votre territoire, bien sûr, et de fixer des limites saines pour vous.
Donc ça, c'est très important d'apprendre par rapport à la colère, d'apprendre à fixer justement ses limites et apprendre à dire non. Exactement. Il y a Michel qui demande comment et pourquoi les émotions nous permettent de communiquer et de comprendre autrui. Voilà. Justement, à cause de tout ce que j'ai expliqué dans ce webinaire. Donc, vous pourrez peut-être encore le regarder. Sinon, j'ai écrit un article là-dessus aussi sur mon site web que vous pourrez retrouver. Justement, on arrive à créer des relations beaucoup plus saines avec nos proches à partir du moment où on est attentif à ses propres émotions et où on est attentif aux émotions de l'autre et où on se dit que chaque émotion est personnelle et en fonction du vécu de l'autre. C'est pas parce que l'un a une émotion que nous on risque de juger ou de ne pas comprendre que ça ne va pas. Donc voilà. Si vous n'êtes pas entouré de personnes ressourçantes qui sont capables d'écouter et d'accueillir vos émotions, construire une relation interpersonnelle solide sera quasi impossible parce qu'il y a des jeux de pouvoir qui vont s'installer tôt ou tard. Donc, c'est vraiment important d'y prêter attention, selon moi. Superbe. Il y a Abderrahim qui dit comment débloquer la peur liée à des émotions passées. Bon, là, on rentre dans le. Alors, s'il y a émotions passées et s'il y a. Oui, voilà. Donc, je te conseille d'écouter l'intervention d'Aziza qui aura lieu jeudi prochain. On rentre dans le. Oui. On rentre dans le mindset là. Voilà, on rentre dans le mindset, mais aussi si c'est des peurs passées, des peurs anciennes et qui sont vraiment gravées, etc., ça demandera aussi un accompagnement psychologique. Donc, voilà. Le coaching travaille vraiment sur aujourd'hui, sur l'instant, ce qui se passe là, aujourd'hui, maintenant, avec une vision pour le futur, tandis que quand c'est lié à des choses vraiment profondes, etc., ça se fait pas comme ça. Il faut vraiment un accompagnement pour vous permettre de traverser ces émotions. Parce que ça se fait pas d'un coup. Oui, voilà. Ça se fait pas d'un coup. Ça dépend aussi du traumatisme, Anne, c'est ça? Exactement. S'il y a un traumatisme ou. Oui. Raja, elle dit comment gérer, mais ça, tu as répondu. Au fait, comment gérer sa colère, surtout quand c'est envers des proches que nous ne voulons pas blesser. Au fait, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure, les clés que tu as données. Exprimer sa rage et sa colère d'abord dans son coin et puis comprendre ce qu'il y a dans sa colère, quel est l'objet de sa colère, etc. Pourquoi elle est en colère, quel est son besoin par rapport à cette colère et après de pouvoir l'exprimer clairement, sereinement à son entourage et de fixer ses limites par rapport à ça si elle a besoin d'en fixer évidemment. Et par rapport aux besoins, donc par exemple se fixer des limites, il y a des gens qui savent le faire et donc voilà. Si par exemple on a du mal à fixer ses limites ou à dire non, ça c'est des choses que vous pourrez travailler en coaching par exemple. Exact. Ça s'apprend, tout s'apprend. Les gens s'expriment, les gens s'expriment plus que il y a Monique qui nous dit la joie je la trouve dans la nature, c'est systématique. Alors c'est extraordinaire effectivement et magnifique. on a on a cette connexion avec la nature. Alors j'ai une question ici, Aïcha, pouvez-vous nous éclairer un peu plus sur le pardon? Est-ce qu'il peut nous apporter comme joie? Tu avais parlé de pouvoir pardonner. Oui, le pardon est une façon de satisfaire. Ça peut être une façon de satisfaire le besoin qui se cache derrière la colère. Mais comme je l'ai dit, il faut d'abord. C'est un long processus aussi. Hein. C'est pas la solution la plus facile, je dirais. Mais le pardon permet de sortir de la colère et permet de se reconnecter avec une certaine joie. Et le pardon n'implique pas l'oubli, bien évidemment, mais permet d'avancer pour soi dans sa vie. Et donc ça, je pense que c'est important, oui. En fait, oui, mais le pardon, c'est pour nous-mêmes, pas pour l'autre. Mais on ne pardonne pas à l'autre. Voilà. Mais à nouveau, tout cela prend son temps. Soyez patient et bienveillant avec vous. Je l'ai dit, soyez bienveillant. Ne vous flagellez pas plus que de raison. Tout cela prend du temps. Mais voilà, vous avez des pistes et c'est au fur et à mesure que vous allez pratiquer que cela va venir. Donc voilà. Moi, je suis en apprentissage permanent. Donc voilà. Et c'est tout ce que je peux vous souhaiter aussi, d'être en apprentissage permanent toute votre vie. C'est juste magnifique. Merci Anne, merci. On est presque arrivé à la fin. On est à la fin au fait, il reste 1 minute. On avait fait un sondage justement, Anne. Oui. Et le résultat de ce soir, c'est alors j'ai perdu, je vais le retrouver là.
Oui, je l'ai J'ai perdu perdu aussi. l'info sur le sondage, j'allais le lire, puis là, je l'ai perdu. On va aller le chercher encore. Alors, Je pense mais au qu'Isabelle va nous fait, le renvoyer. oui, je voyais que c'était quand même 45% des gens, leur émotion qu'ils ont Ah, voilà. maintenant, c'est la tranquillité. 45% des gens se sentent tranquilles, Bien, 25% bravo. sont en colère, 25% sont dans l'angoisse, 8% sentent une tristesse et de la joie, et 4% sentent de la peur. Alors, Allez, je trouve bravo, c'est bien. ça, Vous avez déjà fait du chemin depuis plus bravo d'un mois. à notre audience et bravo de vous aligner comme ça vers la joie, vers la tranquillité. C'est magnifique d'être tranquille déjà. On est, Oui, la n'est-ce pas, Anne? sérénité, Ouais. c'est magnifique. Donc voilà. Et tout ce Mais que j'ai dit ce soir, évidemment, s'applique aussi en dehors de ce confinement et en dehors de cette crise. Donc c'est une hygiène de vie à avoir, voilà, réellement. voilà. Et Ben merci, merci. merci. On est arrivé à la fin et on va quitter notre audience. Mais je voudrais juste vous parler de demain parce qu'on retourne demain encore à midi. On remercie Anne aujourd'hui et on va vous retrouver demain pour la conférence d'Ariane. Et Ariane va nous parler de se connecter à son intériorité pour retrouver calme et sérénité. Alors, on vous retrouve demain à midi et on est content que vous ayez participé aujourd'hui avec nous et on espère vous avoir appris beaucoup de choses qui vont vous aider à cette sérénité. Au revoir Voilà. tout le monde. Merci beaucoup. Et je serai là ce soir aussi, demain soir pour écouter Ariane à 18h heure de Ok, Paris. merci Anne, merci. Bye bye. Merci Aziza. Merci à tous et à toutes. Bonne soirée et belle journée. Bonne soirée, bye bye. Bye. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, et voilà.